J'avais 17 ans et alors je voyageais dans le sud de la France. Mon vrai nom étant Delmotte, je n'aimais pas tellement ce mot Delmotte. Oui. Et alors je cherchais un autre mot et je suis passé par cet endroit qui est superbe au-dessus de Gap, dans les montagnes, à la casse déserte. Et l'endroit me plaisait et en même temps le nom. Alors je me suis permis d'emprunter ce nom et de signer à partir de là Jacques Isoard. Jacques Isoard. Oui. Rien à voir, Juste rien à voir avant, avec le Tour de France, quoi. rien du tout. Rien du tout. Là. Encore que, Encore que, bon, encore que vous ne soyez pas éloigné de vous intéresser à cela non plus. voilà. Voilà. Alors il rappelle aussi, Daniel Laroche, que vous êtes un homme qui a influencé pas mal de poètes et qui continue à le faire, qu'au centre de Liège, au cœur de Liège même, vous avez une grande influence sur cette jeune génération, et puis que vous avez commencé vous-même à exister en quelque sorte en littérature à partir de ce lieu que vous ne quittez pas, donc qui est un enracinement quelque part. Et vous avez travaillé pour les revues Lettres 55, l'Essai, vous avez fait des interviews qui sont assez fabuleuses, on rapporte toujours celui de Céline. Racontez-nous un peu. Non, non, mais c'est-à-dire que en fait, j'avais des amis qui étaient non pas à Liège, mais à Herve, Oui. et ils avaient fondé une petite revue, donc ça remonte, c'est très loin, en 1955. D'ailleurs, la revue s'appelait Lettres 55, et alors c'était dirigé par Jean Colette, Alain Guy Jacob et d'autres. Et alors ils m'ont dit, toi qui vas souvent à Paris, tu pourrais peut-être nous ramener des interviews pour notre petite revue de littérature et de poésie. Et voilà, on va te remettre une liste, hein. On va te remettre une liste et tu n'as qu'à contacter tous ces écrivains et demander si tu peux aller les interviewer. C'est aussi bien breton que Soupeau, Et voilà, et que c'était pas vraiment la liste de Schindler, mais enfin c'est tout comme. Et alors cette liste, c'était André Breton, Philippe Soupeau, Louis-Ferdinand Céline, Jules Supervielle, Yves Bonnefoy, Francis Ponge, etc. Mais en fait, j'allais là de manière un peu inconsciente et j'avais à peine lu les gens que j'allais voir finalement, des petits fragments, etc. Et Céline, je ne connaissais pas vraiment. Moi, je suivais gentiment la liste, puisque mon rédacteur en chef m'avait dit d'aller voir tous ces gens. J'allais les voir de manière inconsciente. Et alors, j'avais téléphoné à Louis-Ferdinand Céline. Il avait dit qu'il voulait bien me recevoir. Alors, je suis allé. Il habitait à Meudon, au-dessus, près de Paris. Là, c'était l'été. Il faisait très, très chaud. J'avais suivi un petit chemin, comme à travers la campagne presque. Et je suis arrivé devant une maison avec un jardin. Alors, derrière la grille, j'ai vu le jardinier. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux parler à monsieur Céline? C'est moi. Il dit, oh, je n'avais pas reconnu, moi, je n'avais à peine jamais vu. Attendez, je fais rentrer les dogs, me dit-il. Avec d'énormes chiens dans le jardin, il les a fait rentrer. Puis il m'a fait traverser le jardin. J'arrivais sur une sorte de perron. Et là, il me dit, avant d'entrer, lisez cela. Il me donne un texte qui s'appelle La Machine, un texte dans lequel Baudelaire dit toute sa haine des journalistes. Donc ça commençait bien. Bon, bien. puis après, il m'a laissé entrer. Alors je lui ai posé des questions un peu ridicules. J'étais tout jeune, des questions complètement idiotes et farfelues. À un moment donné, je lui dis, c'était l'époque où François Sagan venait de publier Bonjour Tristesse. Et je dis à Céline, il faut le faire, ça. Que pensez-vous de François Sagan? Il me regarde un peu éberlué. Il me dit, bon, elle a de jolis nichons. Ouais, bon, je ne savais plus que dire. Et toutes les réponses étaient à peu près dans ce goût-là. Je lui dis à un moment donné, j'étais complètement inconscient. Accepteriez-vous de venir faire une conférence à Liège? Là aussi, il me regarde, vous voulez qu'on me fusille? Dit-il. Bon, et ça se terminait par vive le roi des Belges, vive Turlututu. C'était la conclusion de l'interview, de sa part, du moins. Je vois aussi, Jacques, si on parlait un peu de poésie, évidemment, il y a dans ce livre auquel je faisais référence, une lettre de Bosquet qui vous présente quelque part pour une soirée, il ne peut pas venir, et puis il fait un petit texte, enfin, je crois que c'était à la Maison de la Poésie à Paris en 84, si j'ai bonne mémoire, et il dit que depuis autant d'années, l'originalité extrême d'Isoard, c'est de veiller à la convergence de deux états d'esprit jusqu'ici apparemment contradictoires, un besoin de voyance postérieure au surréalisme, et d'autre part, la certitude que corps et imagination ne peuvent se séparer. Voilà, il dit ça. Et c'est corroboré par les autres analyses, en fait, qu'en général, on se dit, tout s'organise autour de l'axe désir-jouissance, en quelque sorte. Je prends la deuxième partie ici. La dominante de cette poésie est celle du corps, désirant et désiré, celle de la fusion amoureuse même autre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces analyses
Oh, ben, c'est assez juste finalement. Disons qu'il insiste quand même sur la notion de corps qui pour moi est assez capitale. Disons que je suis très matérialiste dans ma poésie. J'aime beaucoup Très les concret, choses quoi. concrètes. Mhm. J'aime les choses qu'on peut toucher, le caillou, etc. Je ne suis pas du tout comme tel ou tel poète ou comme bon, je ne vais pas citer de nom, qui fait des envolées sur la Voie lactée, sur les univers galactiques, etc. Moi, c'est pas possible. Il faut que je sois près des choses, que je puisse toucher les choses pour que cela déclenche en moi une espèce de fontaine verbale. Je ne veux pas dire de logorée, parce que c'est pas vraiment ça. J'aime quand même bien la précision des choses. Mais c'est un peu cela. Notez qu'une fois, j'étais un peu agacé parce que un poète portugais me dit évidemment, tu aimes ce qui est tout près puisque tu es myope. Ah bon, il ramenait ça de manière un peu concrète, ça m'a un peu surpris. Mais peut-être qu'il y a du vrai là-dedans C'est finalement. vrai, ça pourrait jouer. On n'en Qu'il sait a rien. l'attention plus grande. Vous vous rappelez qu'il y a eu tout un gros bouquin sur les écrivains asthmatiques, par exemple. Hein, Mhm. et on a découvert, est-ce que ça, il étudiait les rapports justement entre cet état physique et l'écriture. Peut-être qu'il y a des convergences, des connotations, etc. Quoi qu'il en soit, vous aimez les mots assez courts, un peu tassés comme ça sur eux-mêmes. Et vous avez cité le mot caillou, ça peut être aussi corps, et qui revient très souvent, ça peut être sommeil en fait. Mais il y a des mots que vous n'employez jamais. Il y a des mots que vous n'employerez jamais. Et Oui, des mots abstraits notamment. voilà, c'est cela. Oui, oui, l'abstraction me dépasse, moi. Je trouve que ces mots sont un peu creux comme cela et ce sont des mots, comme on disait avant, à 75, Oui. des mots très, très lyriques. C'est un peu Un peu grandiloquent, quoi, en fait. grandiloquent, voilà. Tapageur, peut-être aussi, Exactement. et un peu faussement grandiose, quoi, en fait. Et au contraire, chez vous, et on trouve cela, une répétition, une redite du même mot, comme s'il s'agissait de le vider, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au noyau du mot, quoi, en fait, de l'éroder en quelque sorte. Une espèce de polissage, quoi, en fait, par réemploi et redite comme cela. C'est bien cela? Oui, oui, je pense que j'aime beaucoup la répétition. Oui? La répétition. Ne vous gêne pas. Comment? Ne vous gêne Pas pas. du tout. Alors que comme professeur, vous avez dû souligner des répétitions oiseuses. Bien entendu, mais la répétition Il y a répétition et a répétition. mauvaise presse. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout l'enseignement n'est fait que de répétitions constantes. Mais enfin, justement, j'essaie un peu à travers mes textes et ce que je pense, pas de lutter, mais d'aller contre des idées reçues. Je n'y parviens pas toujours parce que forcément, on retombe soi-même dans certaines conventions. Peut-être que mes poèmes en général essayent de montrer non pas ce que je sais, mais ce que je ne sais pas. Je préfère, à la limite, je préfère l'ignorance à la connaissance. J'ai horreur de la connaissance. On connaît, et puis on fait des études, et puis quand on connaît, puis après, c'est terminé. Donc C'est on arrive achevé, dans un quoi. cul-de-sac. Vous n'aimez pas ce qui est achevé, quoi. Voilà, exactement. Tandis que écrire, c'est aller dans le sens de l'ignorance, justement. L'ignorance, il y a deux choses que je déteste, c'est l'ignorance et l'action. L'action, je ne supporte pas l'action. Je préfère l'inertie, l'indolence, etc. J'avais relevé 4 mots qui commençaient par I. C'est pas parce que c'est vis-à-vis d'Isoard, hein, mais enfin, il y avait indolence, ignorance, etc. Ça me plaît beaucoup. Un état qui. Mais l'action me semble, en général, me semble assez dérisoire. Oui, l'action, mais pas la dynamique. Je veux dire, Oui. c'est différent. Parce que quand vous évidez un mot, vous le creusez en le redisant, en le relançant, un peu comme un dé, quoi, le fameux dé malarbéen, quoi. On relance le mot pour aller à sa Un substance. dé ou un caillou, comment appelle-t-on au bord de l'eau? Un Les ricochet. pierres toutes plates, oui, ça, Des ricochets. j'aime que les mots Ricoche. fassent. Oui, Ricoche, voilà. j'allais dire fasse ricochet, mais Mais bon. les mots résistent aussi, Jacques. Oui. Alors donc, ça veut dire que ça présuppose un rapport de force, c'est ça que je disais dynamique. Ah oui, ben Oui. oui. Ah, le mot sûrement. sommeil, on a beau l'évider, Mhm. hein, on va arriver à quoi? Il va résister aussi, quoi. Et résister à quoi Bah, à l'achèvement, justement. Rien n'est jamais joué, quoi, en quelque sorte. Et voilà, je pense qu'à force de répéter les mots, comme vous dites, on les lisse, on les rend plus sensuels, on les rend plus vrais aussi d'une certaine façon.
Alors je reviens au corps, parce que c'est lui qui est moteur, évidemment, votre corps de poète qui va vers le corps de l'autre et vers le corps de l'extérieur, vers l'extérieur aussi, puis qui ramène cela. On a l'impression que c'est un corps à la Velikovitch, quand même. Bah, Sensuel, sensuel, sensoriel aussi. À vrai dire, je crois que l'essentiel du mot corps, pour moi, c'est la recherche de l'alter ego, la recherche de ma propre identité. Je ne sais pas qui je suis, donc j'essaye de trouver en l'autre, à travers peut-être une sorte de gémellité, de voir qui je suis. C'est cela un peu la notion de corps. Et de toute façon, je suis très vite surpris, moi, en général. Donc, je ne suis pas seulement surpris par le corps, mais je vais me balader dans le fond de mon jardin, à Liège, et bien, c'est comme si j'étais je ne sais où. Je suis faculté de surprise. Je crois que c'est très important. Et le problème de notre époque, et chez certains poètes, c'est qu'ils ne sont pas surpris. Ils veulent répéter toujours un discours plus ou moins accolé à ce que les gens appellent poésie, mais ça ne veut rien dire. Alors une chose que vous ne supportez pas, c'est la virtuosité pour la virtuosité, hein, justement, vous l'avez dit, et pas de gratuité donc, en quelque sorte. Voilà. Hein, non plus. Jacques, quand je lis ce petit poème... Tout doit être au ras des mots, en quelque sorte. Oui, au ras des mots, d'accord. Quand je lis J'ai pas dit au ras des pâquerettes. J'ai pas dit ça non plus. Non. Personne n'y a pensé. Même si la pâquerette a, voilà. hein, A son une charme. connotation Oui. poétique. Alors, dans La patrie empaillée, j'avais relevé ce texte parce que, pour bien montrer finalement le graphe, en fait, le coup dont je parlais, isoardien, comme on dit aujourd'hui. Dans la chambre une fille, dans la chambre une vie, dans la chambre une chambre, et le lieu sans hauteur. La patrie empaillée, et j'y suis en 4 épingles, blanches ou 15. Alors il y a ce mystère à la fin. Oui, c'est un texte un peu ancien, mais que je ne renie absolument pas. C'est très beau. Mais je crois que l'intérêt dans le travail poétique, ce qui est intéressant, c'est des notations extrêmement précises et concrètes qui basculent parfois vers des notations plus imaginaires et plus obscures finalement. Oui, mais j'y suis en 4 épingles, et non plus, on connaît l'expression à 4 épingles, voilà. Tirer à 4 épingles. Là, j'y suis en 4 épingles, oui. Et puis, épingle, qui est un mot pluriel, devient blanche au singulier, ou 15, un chiffre. Oui, oui, c'est ça l'intérêt du texte poétique, c'est que tout est possible à celui qui écrit. Celui qui écrit n'a aucun, comment dirais-je, aucun corpus défini, donc il peut aller au-delà des mots et même susciter la surprise, puisqu'on est perpétuellement surpris par ce qui nous arrive, par ce qui existe, etc. Donc c'est un peu cela. Alors la chambre, c'est très important aussi, parce que un élément qui m'a toujours fasciné, c'est l'aspect donc répétitif, mais dans le sens gigogne, sans des poupées russes par exemple, ou bien les flammes, quand vous avez un miroir, une flamme, il y a un miroir dans le miroir, et encore un miroir, ou comme dans les anciennes publicités, même sur les pots de confiture, vous avez une étiquette, et il y a un pot de confiture qui a lui-même une étiquette, et c'est sans fin. Et je crois que c'est ça, cette espèce de gouffre de l'écriture, qui est assez fascinant.